Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, aujourd'hui, franchement, je suis trop content. Donc, je mélange le C, le Ch et le S. J'espère que vous allez bien et que vous portez très bien comme moi. J'espère surtout que chacun d'entre vous a eu à passer une excellente semaine et aussi un excellent mois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet, le 7e mois de l'année vient d'être bouclé, où il bouclera à 23h59 et nous allons tomber dans le 8e mois. Et comme vous le remarquez très bien, nous sommes en train de finir et de conclure en toute beauté l'année 2022, en dépit des nombreuses crises, tant sanitaires qu'économiques, que le monde traverse en ce moment. Dieu merci, nous sommes encore en vie et nous allons continuer toujours par prier le Seigneur afin que nous puissions réussir à accomplir tous les objectifs que nous nous sommes fixés au cours de l'année. Nous sommes encore là ce soir dans l'émission Parole aux jeunes pour parler de sujets liés à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez crucial qui concerne la jeunesse, qui constitue une préoccupation quotidienne des jeunes, surtout des jeunes diplômés. Il s'agit de la question de l'employabilité. Aujourd'hui, il y a une panoplie de jeunes qui sont diplômés mais qui cherchent encore de l'emploi. Cela constitue vraiment un épineux sujet sur lequel beaucoup d'experts sont en train de discuter afin de trouver des solutions aux problèmes de chômage pour les jeunes Togolais. Nous allons en parler aujourd'hui avec des jeunes qui sont dans le domaine, qui travaillent sur le sujet, et ensemble nous allons essayer de diagnostiquer le problème et apporter en tout cas des approches de solutions. Comme à l'accoutumée, l'émission Parole aux jeunes se fait en deux phases. Nous allons voir la première partie où nous allons sillonner un peu l'actualité tant nationale qu'internationale afin de nous rafraîchir un peu la mémoire là-dessus. Et je suis en compagnie de mon ami de tous les jours, Valentin Papo, affectueusement appelé Sa Majesté Papero. Voilà, merci beaucoup d'avoir appelé ce nom aux téléspectateurs, parce que c'est pour la deuxième fois que Dem m'appelle Sa Majesté Papero. Voilà, comme notre animateur, Sa Majesté Papero, merci beaucoup. Et c'est encore le plaisir pour nous de partager ces quelques minutes-là avec nos téléspectateurs, nos fidèles, les amoureux de l'émission Parole aux jeunes. Bonsoir à vous. Et de passage, je passe un coucou à deux jeunes qui nous suivent depuis Agodeke. Agodeke, je pense que Dem connaît là-bas. Après, avec Pozo, tu vas arriver à Agodeke. Après Agodeke, tu vas aller à Agbavi et Pougan. Voilà. Et maîtrise bien le secteur. Voilà, c'est tout le Togo. Oui, ce sont des amis qui nous suivent là-bas. Ils sont fans de l'émission. Il s'agit de Mathias et Paulino, sans oublier Edmond. Ces trois jeunes-là nous suivent de près depuis Agodeke. Alors, un coucou spécial à toute la population d'Agodeke. Je ne vous oublie pas, vous qui êtes dans le Grand Lomé, qui nous suivent de partout sur les pages Facebook et tout ça là. Merci beaucoup pour votre aimabilité. On est là juste pour les quelques minutes, mais veuillez nous excuser pour un tout petit peu ce retard là. Accuser, c'est un problème technique, alors nous allons réparer ça et c'est parti. Parce que les dieux de la technique n'étaient pas avec nous dès le début. Donc, heureusement que le Dieu Tout-Puissant, qui est le solutionneur de toute difficulté, il est venu à la rescousse et voilà, nous sommes là, c'est le plus important. Voilà. Le passé est déjà passé, donc nous laissons le passé derrière nous. On ne va pas ressasser le passé, mais on va se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Encore une fois, bienvenue dans cette émission où nous aurons à parler fondamentalement de la question de l'employabilité au Togo. Et vous pouvez, comme d'habitude, nous partager avec nous vos questions ou vos avis sur le numéro qui défile au bas de l'écran, le 92 11 18 61. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp ou encore via le numéro GSM, donc des messages simples ou des messages WhatsApp. Nous serons ravis de répondre à vos questions, ou nos invités qui sont des experts sur la question seront ravis de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi partager vos points de vue avec nous, parce que la question du chômage, la question de l'employabilité au Togo est une question assez importante qui concerne tout le monde. Dans chaque famille, il y a au moins 2 ou 3 chômeurs. Voilà, donc nous espérons vraiment que vos apports et vos questions nous feront beaucoup de bien et vont contribuer à enrichir le débat. Vous pouvez nous suivre via la page Facebook
de l'émission Parole aux jeunes, de la télévision deuxième. Donc vous allez juste sur Facebook, vous tapez TV2 Togo et vous pouvez suivre l'émission en direct sur la page. Vous pouvez le suivre en direct ou en différé. Après, si vous avez un peu de temps, vous pouvez suivre l'émission sur la page parce qu'elle sera enregistrée, mais également vous pouvez suivre la version rediffusée sur sur les canaux de la télévision deuxième le jeudi à 11h00. Alors, comme on l'a dit à l'entame de l'émission, nous allons un peu faire le tour de l'actualité de la semaine. Et il y a plein de choses qu'on peut retrouver dans l'actualité. Rapidement, nous allons parler d'Emmanuel Macron qui a fait une tournée africaine. On va pas trop traîner là-dessus. Valentin, est-ce qu'on peut, avec cette tournée d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a un impact quelconque sur les relations France-Afrique? Et pour ça, nous n'allons pas nous voiler le visage parce que Emmanuel Macron, il est en France et nous sommes en Afrique et nous connaissons la réalité africaine, nos réalités, nos besoins, nos difficultés plus que Emmanuel Macron. Si même Emmanuel Macron est arrivé en Afrique, je pense qu'il a aussi son intérêt. Le pourquoi il est venu, il a son intérêt derrière. Et maintenant, moi, je trouve personnellement que quelqu'un d'autre ne peut pas quitter quelque part et venir arranger nos problèmes en Afrique. C'est mon analyse personnelle. C'est comme si on dit, on a un problème dans notre maison et que c'est quelqu'un qui va quitter sa maison et venir trouver des solutions à nos problèmes chez nous. Je pense que le problème dans notre réalité africaine demeure une réalité africaine. À nous-mêmes de se réveiller, à nous-mêmes de se frotter les idées pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Donc, il ne faudrait pas qu'on se voie le visage. Emmanuel Macron, il est venu en Afrique et nous savons qu'il n'y a jamais eu fumée sans flamme. Il a aussi son intérêt derrière sa tête. Il a aussi son intérêt. Alors, il va falloir que nous qui sommes africains, il est arrivé au Cameroun. Cameroun, c'est le Togo. Le Togo, c'est le Cameroun. Parce que nous vivons presque les mêmes réalités, presque les mêmes problèmes. Alors il va falloir que nous-mêmes on se réveille. Et je ne pense pas que c'est Emmanuel ou bien que ce soit d'autres paysans européens qui viendraient en Afrique. La France, que ce soit la Russie, l'Allemagne, l'Amérique. Ils ne connaissent pas la réalité, ils ne connaissent pas nos problèmes. On ne fait que leur parler qu'on a tel problème. Ils n'ont pas vécu. On dit souvent entre États, il n'y a pas question d'amitié, mais ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts, voilà. Donc, on rappelle que Emmanuel Macron était en Afrique. Il a particulièrement visité d'abord le Cameroun. Ensuite, il a été au Bénin. Après, il a clôturé sa visite en Guinée-Bissau. Voilà. Où il a rencontré le président Ambalo. Voilà, son nom est un peu compliqué. Bon, en tout cas, c'est un pays qui est un peu, je vais dire, francophone et un peu latino. Donc, c'est un peu ça ce qui concerne la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique. Comme tu l'as très bien dit, nous sommes à une ère où, comme le ministre même, le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussé l'a dit, l'Afrique ne va plus se positionner derrière aucune puissance étrangère. L'Afrique doit en réalité prendre, comme on le dit, son destin à main, parce que le continent, personne ne viendra de nulle part pour le construire à notre place, c'est à nous-mêmes de le construire. Donc nous devons vraiment extirper de notre esprit que nous ne voulons plus des Occidentaux, nous voulons maintenant faire affaire avec les Russes, nous voulons faire affaire avec les Chinois. Chaque État qui viendra faire affaire avec l'Afrique a toujours derrière des intérêts qu'il veut défendre. Donc c'est à nous de préserver les nôtres et de sortir vraiment gagnant. Nous espérons vraiment que les mentalités ont beaucoup changé, les mentalités ont beaucoup évolué et qu'on ne va pas tomber dans les mêmes pièges que nos ancêtres il y a des dizaines d'années. Voilà. L'autre sujet de l'actualité, c'est un peu regrettable, c'est le scandale ou bien la bagarre quelque peu évitée entre Aristo et Raoul Leblanc. Entre Akla et le président des Indiens. Voilà. En fait, moi, je n'ai pas du tout aimé ces genres de choses parce que là où la musique, là où les blogueurs sont arrivés actuellement pour le pays, pour notre pays, ça fait notre fierté. Mais je ne trouve pas intérêt parce que nous sommes là, nous promouvons la paix, l'amitié, la convivialité et tout ça là. Et je ne pense pas que nous allons arriver
au bon port, avec l'histoire des querelles, avec l'histoire des injures et tout ça là. C'est le moment, ils sont les grands frères, les petits frères sont derrière, ils les suivent et ils sont un modèle pour les petits. Alors il va falloir qu'ils trouvent ensemble un terrain d'attente. C'est bien vrai que c'est du beurre, ça crée encore des choses où beaucoup vont piquer certaines choses dedans pour faire d'autres choses, mais néanmoins il va falloir qu'ils trouvent un terrain d'attente pour la bonne marche des choses, des activités culturelles pour notre pays. Voilà. Justement, donc comme tu l'as très bien dit, ces personnes qui se font appeler des influenceurs, en tout cas c'est un terme qui n'est pas unanimement défini, hein. Chacun à sa manière se considère comme influenceur. On n'a pas encore une définition officielle du terme influenceur. Donc ces personnes qui sont plus ou moins connues sur les réseaux sociaux, qui se font appeler des influenceurs, comme tu l'as dit, sont vraiment suivis par beaucoup de jeunes. Donc c'est important, c'est d'ailleurs même une obligation pour eux d'avoir des comportements exemplaires pour ne pas se donner à ces gens d'attitude qui laissent à désirer, qui constituent même un trouble à l'ordre public dans un pays, sous d'autres cieux. Ce genre de comportement pourrait même être sanctionné par la justice parce que ce sont des troubles à l'ordre public et ça constitue un délit pénal et on peut même faire la prison pour ça. Bon, nous espérons que ce genre de comportement ne pourront plus se reproduire dans notre pays, parce que quand on est vraiment une personnalité publique, il faut montrer l'exemple. Il y a beaucoup de nos influenceurs ou de nos personnalités publiques qui font déjà cet effort-là. Nous espérons que les autres vont suivre pour que vraiment, quand on se fait appeler influenceur, qu'on constitue un modèle pour la jeunesse. Je pense que rapidement, c'est ce qu'on peut retenir sur l'actualité. Un petit clin d'œil sur une page sportive, c'est ça? Oui, voilà. Et le jeudi passé, comme nous le savons tous, en 2023, on se prépare pour la CHAN, championnat des nations, la championnat d'Afrique des nations qui va se jouer en Algérie. Et puis voilà, le jeudi passé, le Togo a joué contre la Côte d'Ivoire. C'est une double confrontation aller, le retour. Et nous remercions le coach et le staff de l'équipe des Éperviers à la tête monsieur Jonas Komlan, et qui donne le meilleur de lui-même pour ce championnat-là qui va se jouer en 2023 en Algérie. Donc, ils ont gagné 3-1 à faveur du Togo. Et aujourd'hui, c'est le match retour. Je pense que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont tourné la peau, et le match s'est soldé sur un score de 3-2. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté cet après-midi au stade de Kégué. Et donc c'est le moment, comme l'a dit Wame Dové, parce que les CHAN passés, c'est ça qui a donné la chance à Ouro Agoro d'être aujourd'hui en Éthiopie. Et en Guinée, on a Nana Richard, et de l'autre côté on a le milieu Chaké Marouf. Donc si la CHAN passée a donné la chance là à ces éléments là de trouver des clubs dans d'autres pays, alors pourquoi pas ne pas faire tout possible pour encore rejouer, pour donner la chance à d'autres personnes d'avoir aussi accès au club extérieur pour la construction. Et tout ça là, nous sommes dans la construction de l'équipe nationale. Donc c'est ce qu'a dit le capitaine Wame Dové, que je félicite pour sa détermination, pour son engagement, parce qu'il fut dans l'équipe nationale, il était dans l'équipe nationale après tout, et aujourd'hui il a joué pour Dito, et maintenant il est au niveau de l'ASCO de Kara. Voilà, ce monsieur, il est vraiment ambitieux, il a vraiment le courage, et c'est un modèle à suivre. Il a vraiment la patience, et il se dit, quels que soient les cas, si c'est pas le foot, il va réaliser sa vie. Voilà, ça va venir tôt ou tard. Alors merci beaucoup au staff de l'équipe A pour le match du jour, parce que 3-1, si nous faisons les statistiques et tout ça là, cela veut dire que le Togo a gagné la Côte d'Ivoire pour cette double confrontation. Il reste le travail à faire, ils n'ont qu'à se donner, ils n'ont qu'à se préparer pour la double confrontation qu'ils vont jouer en 2023 contre le pays à côté, Niger. Et retenons aussi que Niger a été au quart de finale pour les CHAN passés. Alors c'est un grand morceau, c'est à se préparer psychologiquement, physiquement et spirituellement pour pouvoir gagner le Niger les jours à venir. Super.
Merci beaucoup Valentin pour cette information sportive qui boucle la première partie de cette émission. Nous allons à présent marquer une petite pause musicale histoire d'accueillir nos invités pour aller au fond du sujet principal qui a été spécialement prévu pour nos téléspectateurs et internautes ce soir. Nous allons donc avec la complicité de la régie suivre une belle vidéo de l'artiste Christelle Johnson qui rend hommage aux femmes. Vous le savez très bien, c'est la journée de la femme africaine, donc c'est notre manière à nous de rendre un hommage spécial à la femme africaine. Suivons tous ensemble cette belle vidéo de Christelle Johnson intitulée Lola. Si la régie peut nous aider à rendre cet hommage spécial à nos mamans, à nos grandes sœurs, à nos épouses. C'est vrai que je ne suis pas encore marié. Bon, à nos futures épouses, nous qui sommes des célibataires, à nos futures épouses, à nos futures belles-mères, à nos grandes sœurs, à nos petites sœurs, à nos amis au féminin. Nous allons donc suivre cette belle vidéo de Christelle Johnson qui est intitulée Lola. Cette vidéo dans laquelle cet artiste-là est en train de rendre un vibrant, un hommage spécial à ces femmes africaines, ces femmes battantes, ces femmes combattantes, ces femmes travailleuses, ces femmes agricultrices, ces femmes médecins, ces femmes ménagères. On n'a pas l'habitude de le dire, des femmes qu'on considère aujourd'hui comme ménagères. Beaucoup pensent qu'elles ne font pas grand-chose, mais le travail qui se fait à la maison par les femmes qui ne sont pas forcément des bureaucrates, c'est un travail énorme. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage aux femmes qu'on qualifie de ménagères qui font un travail énorme à la maison, parce que prendre soin des enfants, prendre soin de la maison, ce n'est pas un travail aisé. C'est vraiment très très ardu et il faut du courage, de la détermination, de l'abnégation pour tenir un foyer, et c'est un travail colossal que les femmes sont en train d'abattre dans les foyers. Donc à travers cette belle vidéo de Christelle Johnson, nous voulons rendre hommage à la femme africaine. Si la régie est avec nous. Mustapha Chombiano, le King. Christelle Johnson, Count the Dreamer. À toutes les femmes du monde, honneur à vous. À toi la femme porteuse de vie, je l'avoue. Malgré tous tes efforts, on t'oublie parfois. Ah, même dans l'oubli, on te remarque où que tu sois. Femme burkinabé, femme togolaise, Julia Akerebou, femme ivoirienne, femme algérienne et gabonaise, Patience Tabanou, femme antillaise, femme congolaise, guinéenne, ghanéenne. Lola, 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 Mama Africa, Lola, 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 de l'ombre à la lumière, la femme est comme une rivière. Césaria Evora, créature de rêve, elle brille comme le soleil. Bella Bello, femme de mérite, femme d'affaires, femme d'honneur, femme de courage, femme au foyer, femme de l'humanité. Myriam Makeba, femme malienne, femme sénégalaise, femme libérienne, camerounaise et béninoise, femme centrafricaine, femme nigérienne, nigérienne, angolaise. Vous êtes les plus belles,
De retour sur ce plateau de Parole aux Jeunes, nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette deuxième partie. Nous allons parler à présent du sujet fondamental qui nous réunit ce soir en compagnie de nos deux invités. Nous allons parler de l'employabilité au Togo. Quelle formation pour quel métier pour les jeunes, et nous avons des jeunes sur le plateau qui sont en tout cas des spécialistes de la question. Nous allons tout à l'heure vous permettre de les découvrir, leurs différentes casquettes, et nous allons aborder vos préoccupations, vos questions. Comme nous l'avons dit à l'entame de l'émission, vous avez la possibilité de poser vos questions via le numéro qui défile au bas de l'écran. Vous pouvez également partager vos avis avec nous, que ce soit via WhatsApp ou via GSM. Alors, nous allons dans une première partie permettre à nos invités de se présenter pour qu'on puisse connaître leur nom et leurs différentes casquettes, leurs professions et tout ce qui va avec. Alors, à ma gauche, cher ami, présentez-vous s'il vous plaît. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à la TV2. Merci à vous, chers animateurs. C'est un réel plaisir et un honneur d'être là, d'être invité à cette belle émission, donc destinée à informer la jeunesse. Justement. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis Sylvain, pour encore mentionner Samkouyou. Je suis consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Je suis le directeur du cabinet Consortium des experts consultants, en abrégé CEC, donc basé à Lomé, à Tianvé ici. Et je suis également enseignant vacataire dans les universités, dans certaines universités donc de la place. Donc je vais m'arrêter là. Pour se connaître mieux. Merci. Cher ami. Merci beaucoup et bonsoir chers téléspectateurs de Parole aux Jeunes. Je suis Abdoulaye Tidjani, juriste de formation et assistant consultant juridique au CEC, cabinet consortium des experts consultants. D'accord, super. Merci à vous, chers invités, Monsieur Sylvain et Monsieur Tidjani. On va aller rapidement comme ça, pour ne pas trop compliqué. Voilà, tu peux nous retenons que vous êtes tous les deux des juristes consultants sur des questions liées à la pratique même du droit ou des ressources humaines. Donc ça veut dire que vous accompagnez les jeunes à trouver de l'emploi, c'est ça? Voilà, également, emploi. D'accord, super. Emploi, donc, pour accompagner également, surtout les jeunes, voilà, donc à s'insérer sur le plan professionnel, d'accord. Alors, une première question qui nous taraude de l'esprit, je ne suis pas seul, il y a beaucoup de jeunes qui se posent souvent cette question, le chômage. Est-ce qu'on peut comprendre un peu ce que ça veut dire, le chômage? Monsieur Sylvain. Très bien, merci vraiment pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de ce thème. Il faut dire que les quelques minutes de cette émission ne suffiront pas pour rentrer dans certains détails, mais déjà pour avoir une idée. Voilà, juste une idée. Voilà, on appelle chômeur quelqu'un qui est sans emploi, qui est à la recherche de l'emploi. Okay. Donc, à la base, avant de se lancer pour chercher un emploi, ça veut dire qu'on a quelque chose à proposer sur le marché de l'emploi. Un demandeur, en fait. Voilà, un demandeur d'emploi. Un demandeur, avant de demander l'emploi, c'est que on est souvent dans cette posture de demandeur d'emploi. Mais je vais le dire tout de suite. L'erreur qu'on commet, c'est qu'on cherche l'emploi. Ok. On ne devait pas chercher l'emploi. On cherche les compétences. On cherche les compétences à travers les formations, à travers les stages. Et une fois qu'on a des compétences à offrir, ça devient plus simple. L'emploi lui-même vient à nous. Okay. Vous allez remarquer autour de vous que ceux qui sont compétents ne souffrent pas pour trouver de l'emploi. Ils ne souffrent pas pour pouvoir s'insérer professionnellement. La plupart de ceux qui souffrent, c'est ceux qui n'ont rien à donner. Voilà, donc un chômeur, avant, voilà, c'est devenu même un métier pour certains, de se faire appeler chômeur. Le demandeur, on devient chômeur. Demandeur d'emploi, quand on est fatigué de chercher l'emploi et quand on ne le trouve pas, on devient, on se met dans cette posture de chômeur. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un chômeur. Donc demande-lui qu'est-ce qu'il a à offrir vraiment sur le marché de l'emploi aux employeurs.
il n'aura pas vraiment d'argument à avancer. Donc voilà, si on doit parler de chômage, ce que j'entends par chômage et chômeur. Voilà. Mais de votre définition, je reçois vraiment plusieurs idées très fondamentales. Il faut d'abord, avant d'aller chercher de l'emploi, avoir de la compétence. Et lorsqu'on a de la compétence, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour aller chercher ou pour aller demander de l'emploi. J'espère que les téléspectateurs, les jeunes qui nous suivent ont très bien compris. Avant d'aller vers un potentiel employeur pour chercher de l'emploi, il est fondamental qu'on puisse vraiment rechercher de la compétence nécessaire et savoir également dans quelle boîte chercher son emploi. On peut pas avoir peut-être par exemple de la compétence en informatique et aller chercher de l'emploi dans une structure de médecine ou bien dans une structure de mécanique. Il faut vraiment qu'il y ait de l'adéquation entre la compétence que nous avons et le travail que nous recherchons. Et je pense qu'en tant que cabinet de consulting, vous devez normalement conseiller les jeunes sur ce genre de sujet, surtout pour le choix des formations, parce que le choix de la formation dépend de ce qui va se passer sur le terrain après pour les jeunes. Est-ce qu'il vous arrive par exemple d'accompagner les jeunes, surtout les jeunes bacheliers? Il y en a plein, il y a des milliers qui ont eu le bac la dernière fois. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens qui leur souhaitent la bienvenue dans la galère. Est-ce qu'il vous arrive par exemple de pouvoir accompagner ces jeunes dans le choix de leur formation? Parce que souvent quand on attend la personne à sa licence, son master avant de lui parler d'orientation, on peut dire que c'est un peu tard. Est-ce que vous accompagnez les jeunes plus tôt pour leur éviter de faire un long parcours inutile? Très bien. Je crois que si nous sommes déjà invités à cette émission et que nous avons accepté d'être là, c'était déjà dans ce sens, sensibiliser la jeunesse. Mais déjà au cabinet, nous avons des formations que nous organisons, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc pour pouvoir amener la jeunesse à comprendre un certain nombre de choses parce qu'il y a des règles à respecter, il y a des astuces à connaître, il y a des secrets à connaître pour pouvoir s'insérer sur le plan professionnel. Mais ça c'était pour répondre à votre question. Cela me mène à faire une précision. L'erreur qui a été souvent commise, c'est que on se jette, c'est-à-dire les gens n'ont pas de projet professionnel. Il n'y a pas de projet à la base qui guide la formation. En fait, c'est à partir du projet, de l'objectif professionnel qui a été fixé, qu'on choisit la formation qui nous mène vers la tête de cet objet. Parce que la formation n'est qu'une étape dans la réalisation de ce projet professionnel. Or, qu'est-ce qu'on a souvent remarqué? On fréquente, vous voyez, le bac même est devenu fait en soi pour certains. Quand tu lui parles de qu'est-ce que tu vas faire avec le bac, oh, laisse-moi avoir le bac d'abord. Et nous tous, ici, nous avons eu le bac, nous avons vu aussi, après le bac. On réalise toutes les difficultés, une fois le bac dans la main, on se rend compte que ce bac même là qu'on a eu ne nous sert pas à grand chose par rapport à l'objectif. On éprouve toutes les difficultés. Et après, on commence à réfléchir. À qu'est-ce que je vais faire à l'université? Ah, il y a tel qui s'est inscrit dans telle faculté. Ah, pourquoi pas moi? Moi aussi, je vais aller et puis on va voir. C'est-à-dire, on ne prend pas au sérieux son avenir. Et tout doit commencer depuis le collège. Au moins le collège. Au moins, déjà le BPC, au niveau du BPC, on doit pouvoir savoir dans quelle orientation. Et puis vous voyez, le manque d'information ont conduit certains parents à induire leur propre enfant en erreur. On les a induits en erreur. On les a dit que voilà, il faut être forcément scientifique pour réussir, il faut aller faire la D. On a même donné des noms aux séries. Il y a la D, là, c'est pour les hommes. Voilà, c'est pour les faibles, etc. Mais généralement, les parents même qui le disent n'ont aucune connaissance sur les idées reçues, sur les débouchés éventuels. Et il n'y a pas de statistiques aujourd'hui qui prouvent que ceux qui ont fait, par exemple, les séries scientifiques ont plus d'emplois, etc. Et je vais le dire, ce n'est pas parce que vous avez choisi une branche dite plus compliquée, ou que vous avez un emploi assuré. Et je crois que si on devait donner l'opportunité aux gens de parler, vous allez voir, il y a tellement de témoignages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire les séries scientifiques ou qu'il faut aller faire forcément la ACAD. Non, pas du tout. Mais il faut choisir la série selon ce que l'on veut faire, selon les ouvertures qu'on veut s'accorder. Donc, je ne peux pas aller en D tout en sachant que voilà, je n'ai pas l'intention peut-être de faire un métier en relation avec la D ou d'aller me former
si je veux faire par exemple le droit à l'université, pourquoi je vais aller faire la D forcément? Voilà, pas forcément, c'est de la pure science là-bas. Voilà. Donc, il faudrait que les gens comprennent, il faut que les parents comprennent. Déjà, c'est vrai, on va parler de ceux qui ont déjà leur bac, voilà, il faut les accompagner, c'est déjà fait. Ouais. Ils sont déjà à ce stade. Mais c'est aussi une occasion pour sensibiliser les parents. Voilà. On voit, il faut aller vers une orientation. Orientation des professionnels de votre enfant depuis la classe de seconde. Il faut déjà qu'il sache quel est le chemin. C'est comme ça qu'on conduit progrès. Et on fréquente de façon utile, comme cela. Parce que quand je sais ce que je vais faire après, ça devient plus facile. Je vais m'investir, mais quand tu fréquentes dans le vide, hein? Avec, tu vois tes frères qui viennent, qui chôment, qui ont master, licence, qui viennent, qui chôment. Parfois, tu n'avais pas envie de faire des efforts. Et on avait entendu certains enfants dire à leur grand frère, bon, tu me dis d'apprendre, ça va servir à quoi? Toi-même, tu as appris. Regarde la voiture. Voilà. Maintenant, tu ne donnes pas un exemple toi-même. Et en plus, des enseignants sont envoyés au collège, même dans certaines universités, des enseignants qui ne sont même pas contents de leur situation, qui n'ont pas réussi comme ils l'ont souhaité, et l'enseignement est devenu comme une béquille. Voilà, comme je n'ai rien à faire. Est-ce que celui-là peut être un exemple pour celui à qui il donne des connaissances? Ça pose problème. Donc, vous voyez, le mal devient profond et ça se généralise. Parce que ces enseignants vont véhiculer des... il y a pas mal de problèmes. Donc, le projet professionnel doit être celui qui guide nos choix. Et quand on a le bac, aujourd'hui, vous avez parlé des bacheliers, on doit savoir qu'est-ce que je veux faire après. Vous voyez, c'est vrai, on dira qu'il y a certains domaines aujourd'hui qui sont très porteurs, le domaine de l'agriculture, le domaine de la logistique, etc. C'est assez porteur. Mais quel que soit le domaine dans lequel tu es, il y a des chômeurs. C'est clair. Ou bien. Bien sûr, même l'informatique qu'on crée partout, il y a des chômeurs. C'est ce qui paraît. Oui, bien sûr. Donc, on comprend que, ce n'est pas une évidence, le choix d'une filière n'est pas une évidence, mais c'est l'amour déjà que tu as, la passion que tu as pour ce que tu fais qui fera la différence. Parce que quand tu exerces un métier comme une mission de vie, Dieu te fera ta place, parce que c'est là que tu dois être. Par rapport à quelqu'un qui est là comme un parvenu, il est là, bon, juste pour joindre les deux bouts, comme on le dit. Ou bien, quand il y a des gens à qui quand tu leur parles, c'est tout cet argent, c'est combien tout ça. Alors que lui-même n'a rien à offrir. Il y a des gens qui veulent travailler dans la grosse structure, mais lui n'a pas de grosses compétences. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut que l'on revienne à soi, qu'on réfléchisse un peu. En fait, c'est une question déjà de mentalité. C'est le système éducatif qui a été comme ça, qui nous a conduit. Nous tous nous sommes passés par là. Et si aujourd'hui je parle comme ça, c'est parce qu'à un moment, il y a un déclic, il y a une occasion qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Monsieur Sylvain, et merci beaucoup pour votre intervention. J'ai beaucoup aimé parce que aujourd'hui, nous tous, vous l'avez bien mentionné, que nous tous nous sommes passés par là. Maintenant, il faut qu'on corrige le mal. Si maintenant nous sommes aussi un peu tardés par le temps, dites-nous concrètement. Le thème c'est quel métier pour être employé, pour trouver de l'emploi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, nous qui sommes jeunes? Parce qu'aujourd'hui encore, nous tous nous sommes à la recherche de l'emploi. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement pour trouver de l'emploi dans notre pays? Puisqu'aujourd'hui, le bas blesse partout, on crie ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour trouver de l'emploi étant jeune? Si tu permets, Valentin, ça c'est une très belle question qui va demander. Je pense que M. Sylvain va prendre beaucoup de temps pour répondre. Mais je voudrais qu'on situe une certaine responsabilité. Je vais poser la question à M. Tidjani d'abord et on va revenir. Gardez votre réponse, gardez ta question. Je voudrais qu'on comprenne une chose, parce que ce problème d'inadéquation de la formation et de l'emploi, ça se pose depuis plusieurs années. Nos autorités même en parlent. Alors qu'en réalité, ce sujet-là relève d'une décision politique. Est-ce que le fait que ce problème continue toujours de perdurer ne relève pas en quelque sorte, je mets ça entre guillemets, d'une mauvaise volonté politique? Ou bien cette réticence qu'on constate, est-ce que ce n'est pas coupable? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que nos autorités ne veulent pas vraiment travailler là-dessus? Merci pour la question. Coupable, je ne dirais pas tout de suite oui. Alors ils sont innocents. Il faut dire que c'est une question très
technique. Et il faut que, quelque part, les professionnels du domaine fassent des propositions et qu'ils touchent les autorités. En ce moment-là, si ces propositions ne sont pas prises en compte, on pourrait peut-être parler de mauvaise foi. Mais jusqu'ici, peut-être que si la question continue d'être posée, quelque part, des actions qui doivent être prises ne sont pas encore prises. Et maintenant, nous ne devons pas forcément attendre que ce soit les autorités qui prennent cette question-là en charge. Les citoyens nous-mêmes, on peut s'organiser. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au niveau du CEC, si le volet social de l'entreprise, nous sommes donné cette mission-là d'aller vers les jeunes, de leur parler, de leur coacher en vue de leur insertion professionnelle. La question se pose à de nouveau. D'abord, quelle formation après les bacs? Mais pendant même qu'on est à l'université, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a même une adéquation entre la formation reçue à l'université et la réalité du terrain. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que les gens qui sont déjà dans la pratique se doivent maintenant de prendre la parole pour situer l'opinion, pour conseiller les jeunes et les orienter. Et c'est ce que nous sommes donnés comme tâche au niveau du CST. Si vraiment les enseignants de droit vous... Parce que bon, je maîtrise plus ce domaine, c'est pour ça que je vais me prononcer là-dessus. Si les enseignants de droit nous suivent, cette question-là, ça les concerne plus. Souvent, quand on entre en fac de droit, il y a des enseignants, il y a même certains aînés. Moi, je ne sais pas s'il faut que je dise qu'ils sont un peu de mauvaise foi, qui vous disent, quand vous faites le droit, vous devenez magistrat. Oui. Vous devenez avocat. Bon, pour avocat, on peut comprendre. Vous devenez huissier, vous devenez notaire, vous devenez commissaire-priseur. Maintenant, le problème, il est où? La magistrature, pour l'intégrer, c'est sur le concours. Maintenant, cet étudiant-là qui vient à la fac de droit, avec pour objectif de devenir magistrat, ça fait 5 ans ne lance pas le concours, alors qu'il est déjà diplômé. Il devient quoi pendant ce temps? Alors qu'il s'il a fréquenté, en ayant pour objectif de devenir magistrat, c'est qu'il n'a plus d'autres ouvertures. Il est extrêmement concentré sur cet objectif-là et il devient un chômeur ambulant. L'autre qui veut devenir huissier, jusqu'alors même nos enseignants ne savent pas comment on devient huissier au Togo. Il y en a qui ne savent pas comment on devient commissaire-priseur. On a 12 commissaires-priseurs au Togo et eux-mêmes se plaignent du fait qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 12, mais ils se disent qu'ils sont trop nombreux. Ça veut dire qu'à aucun moment, c'est un ordre fermé. Vous avez exclu l'avocature. L'avocature. Bon, je me dis là-bas, c'est un peu... Mais bon, c'est là que le problème se pose en tout temps. C'est l'ordre des avocats qui doit organiser le concours du CAPA avocat. Voilà, justement. Tout ça. Mais c'est voilà. Je n'ai jamais sûr d'être sélectionné. Voilà. Donc, c'est vraiment un problème, un réel problème qui se pose à ce niveau. Et je pense que c'est inadmissible que des aînés et même des enseignants puissent dire à des nouveaux bacheliers qui viennent que quand on fait le droit, on devient magistrat, avocat, alors qu'en réalité, il y a d'autres ouvertures pour le métier pour la formation de droit. On peut devenir journaliste, on peut devenir même entrepreneur, on peut devenir juriste d'entreprise. Nous donnons même une formation. Justement, là-dessus. Ouais. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait un changement de paradigme au niveau même de la fac de droit? Ça doit être réorganisé. Bon, quand je dis fac de droit, c'est parce que là-bas, je maîtrise plus. Mais dans d'autres facs aussi, il faut vraiment révolutionner les choses, monsieur Tidjani. Merci beaucoup pour cette question. Changement des paradigmes à des volets. Comme le juriste travaille toujours et ça aussi partout. Certes, au niveau de la fac, mais au niveau des apprenants eux-mêmes, il faut une prise de conscience. Peut-être que quelque part, ce que nous pouvons appeler nos aînés n'ont pas dit la vérité. Maintenant, il faut qu'on commence par parler à nos amis, à nos jeunes frères, que attention, ce que vous avez comme vision, ça n'est pas forcément ça qui l'intéresse. Mais au moment, cela ne veut pas dire que si vous êtes juriste, vous n'allez pas gagner votre vie. Il y a d'autres débouchés sur lesquels le juriste peut véritablement s'insérer. Mais malheureusement, les jeunes, ils manquent d'informations. Vous pouvez devenir un juriste d'entreprise. Mais maintenant, vous allez devenir juriste d'entreprise comment? Je peux vous assurer ici, nos amis qui nous suivent, même avec votre master, n'est-ce pas, acquis dans nos facs, vous n'êtes pas encore prêt à devenir juriste d'entreprise. Parce que la formation est trop calquée sur la formation française. La réalité ici. On ne vous a jamais appris comment rédiger un contrat, par exemple. Vous ne savez même pas par où commencer pour terminer par où. Vous ne savez même pas comment négocier un contrat, etc.
Maintenant, si vous allez dans une entreprise, que vous voulez devenir un juge d'entreprise, vous avez quoi comme compétence à vendre pour qu'on puisse vous employer? Cette question-là se pose. Donc, si le volet où les étudiants doivent même prendre conscience que nos diplômes ne sont que des simples papiers, à nous-mêmes de les valoriser, en allant chercher des compétences par des formations. Justement. Donc, actuellement, là-bas, il y a deux problèmes. D'abord, l'information du fait que les diplômes à l'UCD ne suffit pas. Il faut aller d'abord se faire former et la connaissance de ces formations-là qui sont disponibles. Et parce que l'information ne passe pas, ça veut dire qu'à notre niveau, on se dit, mais même moi, mes amis, collègues avec qui on a fait de la PAC, nombreux sont ceux-là qui se cherchent véritablement. Vous voyez, les gens, ils sont très loin de la pratique juridique. Maintenant, il faut maintenant des séances de sensibilisation et de formation pour leur présenter des différents débouchés afin que leurs efforts ne soient pas vraiment vains. Et dans ces cadres, je parle du volet social de l'entreprise. Nous avons lancé plusieurs séances de formation, de sensibilisation gratuite et nous en avons encore lancé. Si vous permettez, ça c'est à titre social. Ce 6 août, au cabinet, nous lançons encore une séance d'information et de sensibilisation et c'est gratuit. Tout le monde peut participer. C'est un nouveau bachelier. Voilà, il y a les nouveaux bacheliers, ceux qui sont déjà en cours de formation en tant qu'étudiants, quelles sont les décisions, comment on prépare son projet professionnel pendant qu'on est étudiant, quels sont les pas à poser pour qu'aussitôt la sortie, on peut trouver un emploi. C'est tout un programme sur lequel il faut être informé. Et c'est même quelque part, il faut payer pour avoir cette information. Mais ici, on dit, venez suivre. Gratuitement, parce que c'est le volet social. C'est ce que nous aussi nous pouvons faire pour n'est-ce pas assister à la réussite de nos concitoyens. Justement. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que les autorités universitaires nous suivent ou nous suivront parce que ça m'importe beaucoup, surtout en début de chaque rentrée universitaire. Il y a la DAS qui organise une séance d'information et d'orientation, mais ce qui se fait là, franchement, je ne suis pas sûr que ça règle vraiment le problème. Il y a un aspect qui a particulièrement retenu mon attention entre-temps, au niveau de philosophie. Le conseil d'orientation qui parlait ce jour-là dit, quand vous faites la philosophie, vous devenez soit philosophe, soit vous allez faire partie d'un groupe de penseurs. Je me dis, attention, mais c'est tout ce qu'on a élaboré comme débouché quand on fait la philo, que vous devenez philosophe, vous faites partie d'un groupe de penseurs. Est-ce que ça, c'est un débouché? Oui, je ne sais même pas. Groupe de penseurs. Franchement, je pense que le problème, il est plus profond que ça. Il faut vraiment aller régler cela à un plus haut niveau. Vraiment. Sinon, si vous permettez, mettre à parler de l'amour pour ce que vous avez. Mais regardez comment se fait l'orientation au niveau de la DAS. Les conseillers qui vous orientent, ils ne vous ont jamais rencontré. Il ne vous a jamais posé la question, quelles sont vos motivations? Justement. Pourquoi est-ce que vous voulez faire tel ou tel? Mais c'est là-bas de l'autre, la personne vous a dit, allez-y faire tel. Voilà. Ça veut dire quelque part, nous fréquentons sans projet professionnel. Justement. Donc ça veut dire que le problème, il est encore plus profond. On voit par exemple la note, vous avez peut-être eu 15 ou... Moi, on m'a fait ça à l'université. Quand j'étais parti, on avait vu ma note de philo. J'avais eu une très bonne, j'avais eu 14 sur 20. Et le gars dit, allez, département de philo, dit, mais attention. Ceux qui sont censés donner l'information n'ont pas l'information. C'est ça le problème. Allez à ces orientations. Qui vient donner quelle information? Justement. Le profil même de celui qui vient vous informer les bacheliers n'est pas adéquat. Voilà. Lui-même, il n'a aucune expérience. Lui-même, il ne connaît pas la réalité du terrain. Il n'a jamais fait les entreprises. Il ne connaît pas le marché de l'emploi. Il ne sait pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire juste lui, ce qu'il a en tête et qui semble être pour lui la vérité, c'est ce qu'il dit au candidat. Et donc là, eux, ils suivent tout bêtement. Parce que c'est la seule source qu'ils ont pour avoir l'information dont ils disposent. Justement. Mais aujourd'hui, nous disons aux jeunes, venez, vous voulez faire des choix, c'est crucial. Venez vous faire, en tout cas, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin par rapport aux différents débouchés. Parce que, Tiane disait tout à l'heure, la compétence, elle est cruciale. Et ça me permet de répondre à votre question. Justement.
L'université dans son rôle, vous avez posé une question ici, la volonté politique, oui, l'État dira qu'il fait de son mieux. Aujourd'hui, vous avez même les bacs professionnels qui sont en train d'être, avec les différentes écoles, les nouvelles écoles professionnelles qui sont en train de payer, le CRETEP qui est réformé, et bien d'autres, l'État dira qu'il fait de son mieux. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons pour changer les choses? C'est ça. L'université ne donne qu'un sac vide. C'est un gros sac vide sur lequel il est étiqueté licence en master en. C'est un sac vide. On en a besoin, c'est ça. Sans ça, tu ne peux rien faire. Maintenant, après, c'est à toi d'y mettre des choses, des outils dont tu auras besoin pour t'en sortir. Pour vous dire, personne en quittant une université, quoique, en tant que fût-elle une université qui forme, qui donne des formations professionnelles, personne n'est prêt en sortant de ces universités en réalité pour aller sur le terrain. Donc après l'université, parce qu'il s'agit de répondre à la question, qu'est-ce que tu sais faire avec ta formation? Ce n'est plus tu as suivi quelle formation. Tu demandes à un juriste, mais qu'est-ce que tu sais faire avec le droit? Mais quand même, quelle question. Oui, j'ai eu quelqu'un comme ça qui me dit, grand frère, il faut m'aider vraiment, je vais trouver un emploi, je vais travailler vraiment, ça fait longtemps que je traîne. Il dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Dis-moi, c'est ça que je veux vendre aux éventuels employeurs. Mais, grand frère, quelle question? J'ai fait un master, non? Tu sais, je suis allé au Bénin, j'ai fait un master en droit, donc maintenant je suis... J'ai dit, mon frère, je sais que tu as fait le droit, mais je dis, qu'est-ce que tu sais faire avec ton droit? C'est toute la différence. C'est des bons parleurs, on les a appris, et puis tu vois, le juriste un peu gonflé. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une injection d'orgueil qu'on donne dès la première année de faculté. Et tu les vois aujourd'hui, même ceux qui sont dans les universités privées, c'est-à-dire habillés à la cravate, on croit qu'on est déjà voilà, on est sur la lune, et tu vois, voilà. Mais c'est des coquilles vides. C'est quand ils sont confrontés à la réalité, on se dégonfle. La plupart dépriment. Oui, c'est petit. Le pire peut arriver. Le pire, c'est qu'à un moment, on est complètement déboussolé. Allez, voilà, on s'oriente, on devient commerçant de quoi. C'est une bonne chose. Si on retrouve son envie, sa passion dans le commerce et qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, c'est bon, on va les vendre. Mais si c'est parce que c'est en désespoir de cause qu'on se retrouve là, parce que là on ne va pas être un bon vendeur d'ailleurs. C'est là que tu vois les gens dans leur petit commerce, ils deviennent des chiens méchants. Tu poses la petite question, mais pourquoi tu me poses? Tu crois pas? Tu penses que si je suis ici, c'est parce que en fait c'est un pays qui est comme ça, sinon moi normalement je devais être à un niveau et tout ça. Mes frères, pour pouvoir s'insérer professionnellement après l'université là, il faut approcher ceux qui sont dans ton domaine de métier pour apprendre ce que tu peux faire avec ton diplôme, apprendre les compétences. Un juriste devrait par exemple savoir concevoir, rédiger un contrat par exemple. Normalement c'est la moindre des choses. C'est le b.a.-ba. Et nous donnons ces formations. Tu n'as pas besoin d'aller faire un stage pour apprendre ça. Il y a des formations pratiques. Quand tu viens, c'est-à-dire quand tu vois les modules, tu t'assois, tu sais qu'après cette formation, tu sais faire ça. Et c'est après ça ce que tu vas vendre. On a parlé des autres débouchés. Il y a plein de débouchés. Un juriste peut être un auditeur juridique et social, par exemple. Ce métier. Voilà, les gens ne le savent pas. Il peut être un ingénieur contractuel. Il y en a combien? Zéro. Il peut être créer une structure de recouvrement. Ce n'est pas réservé aux huissiers. Comme du recouvrement, c'est une activité professionnelle. Mais ils ne savent pas. Il y a pas mal de choses que les gens doivent entendre pour se réveiller de leur long sommeil. C'est parce qu'ils ont cru que le diplôme était une fin en soi. L'université, les gens chôment, encore une fois, j'insiste là-dessus. Pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ont le niveau. Ils ont eu ce sac-là, ce gros sac. Mais il est vide. Ils ont oublié de le remplir. Et quand ils vont en emploi, demander de l'emploi, ils n'ont rien dans le sac à offrir. Parce que l'employeur là, c'est pas, il ne fait pas du social. Il veut savoir, c'est des compétences suivantes. Les gens, tu vois des gens qui vont demander de l'emploi. Il n'y a pas de demander de l'emploi. Demander de l'emploi. C'est-à-dire, moi je vais faire quelque chose pour gagner quelque chose. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux?
que ce que tu trouves, tu me donnes, que c'est vraiment chaud. Ça fait longtemps. Quand tu commences comme ça, quel avenir professionnel tu espères? Après, c'est un problème d'évolution. Après, c'est un problème de difficulté d'évolution. Les gens, on passe les autres avant toi et tu commences pas à te plaindre. Bon, merci beaucoup. On a travaillé pas longtemps. Ils vont passer des mots de fin. Oui, avant, bon, j'aurais souhaité que les jours à venir, c'est-à-dire le dimanche prochain, on revient vraiment sur le thème parce que nous sommes talonnés aujourd'hui par le temps. J'ai pas mal de questions à vous poser, mais vraiment la réalité, le temps nous fait défaut. Si vous avez le temps, le dimanche, on sera ensemble pour plus de détails parce qu'aujourd'hui, on a ce problème-là qui fait que beaucoup de personnes se disent je suis chômeur, mais pourquoi tu es chômeur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as quoi donner à qui? C'est ce qui fait, donc on va plus débrayer. Comment tu te prends pour chercher de l'emploi? Comment t'entends? Voilà, le dimanche, on va revenir sur ça. Je pense que Dem va valider pour que le dimanche prochain, on revienne sur le thème là. Pour plus d'éclaircissement, parce que nous sommes dans le vif du sujet actuellement où beaucoup ont eu le bac. Ils cherchent qu'est-ce qu'il faut faire, quelle branche il faut emprunter pour ne pas être dans le cas avec les grands-pères ou bien les aînés. Voilà. Ok, super. Donc, je vais donner 5 secondes à Tidjani pour mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à mes concitoyens jeunes qui nous suivent. En réalité, le marché de l'emploi nécessite un certain nombre de préalables. Il y a ce que nous appelons les soft skills. C'est les savoir-faire. Par exemple, à l'Université de Lomé, il reste 5 secondes. On va vous apprendre, par exemple, parmi les différents congés de maternité. Maintenant, votre employeur n'a pas besoin que vous le citez congé de maternité. Est-ce que vous savez comment on calcule l'indemnité de congé de maternité? C'est ça que vous devez vendre. On n'a pas besoin de citer les conditions de vente du contrat, mais d'analyser, d'auditer et de rédiger un contrat. Nous sommes dans l'insertion professionnelle, l'accompagnement et autres. Et ce qui nous amène à découvrir beaucoup de choses, nous avons beaucoup besoin de la formation pour réussir notre insertion professionnelle. L'État nous fait défaut, nous y reviendrons si Dieu le veut. Super. 2 secondes pour M. Sylvain. Et Valentin va clôturer. 2 secondes, vraiment 2 secondes. En un mot. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, si quelqu'un leur dit qu'il n'y a pas de l'emploi et que le marché de l'emploi est saturé, il faut envoyer la personne balader. L'emploi est disponible pour celui qui croit qu'il est disponible et celui qui est prêt à le prendre. Dans tous les domaines, il y a de l'emploi disponible. Tout dépend de comment il faut se prendre pour y arriver. Et nous sommes là, le cabinet CEC est là pour vous accompagner si vous en avez besoin. D'accord, super. Donc, information gratuite le 6 août. J'espère que les jeunes vont y aller pour avoir des informations. Rapidement, ils n'ont qu'à donner le numéro sur lequel les jeunes peuvent rapidement. Un numéro, rapidement. Oui, ceux qui veulent nous écrire, ils peuvent nous écrire sur les 92 62 25 18 92 62 25 18 92 62 25 18. Oui. Un mot 98 80 04 31. Voilà. Ok, super. Valentin. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire parce que le thème était vraiment piqué. 2 secondes. Donc, je pense que les jours à venir, nous allons revenir là-dessus. Merci à M. Sylvain, merci également à M. Tidjani pour l'invitation d'avoir donné la lumière sur certaines choses où nous attendons le dimanche prochain. Je pense que la régie va nous tuer aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à nos invités. Merci à Valentin, merci beaucoup à la partie technique pour nous avoir permis de survoler le temps. Nous avons beaucoup débordé, c'est indépendamment de notre volonté. Nous vous souhaitons déjà un bon début de semaine, un bon début de mois, puisque demain c'est le 1er août. Bonne soirée. En tout cas, c'est la régie de nous faire cadeau.